Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias avec vous, les débats. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Romain Verlet. Merci d'être avec vous. nous. Vous êtes journaliste à complément d'enquête et vous allez nous parler de cette enquête difficile. Vous allez nous raconter pourquoi autour de PPDA, complément d'enquête, donc demain à 21h. À 21h 23h. Oui, 23h. oui. Gilles, vous corrigez C'est le un conducteur. copier-coller, Oui, pardon. on fait pas des Non, c'est copier-coller. parce que j'aimerais bien que ça soit 21h. Oui, non, 23h. À 23h. Mais c'est disponible. Derrière envoyé spécial. Ce sera disponible en replay, évidemment. PPDA, la chute d'un intouchable. Vous avez enquêté sur le présentateur, l'ex-présentateur vedette de la Une, accusé de plusieurs viols. Et puis sur l'omerta qui a régné autour de cet homme, de ce journaliste pendant de très nombreuses années. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle concerne Elon Musk, vous savez, qui a racheté pour 44 milliards Twitter. Est-ce que c'est un danger pour Twitter que Elon Musk arrive? Eh bien, pour l'instant, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, justement. Eh bien, oui à 5%, non à 95%. Nos auditeurs votent en masse. D'accord. Pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle que On va en Elon reparler. Musk. On va en reparler tout à l'heure. Et puis moi, j'ai un petit son dans mon Oui. zapping. Ah, très bien. Eh bien, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Médias, l'instant zapping. Valérie, vous l'évoquiez hier avec votre invité dans l'œil de l'expert. C'est fait officiellement. Les ingrédients de vos produits sont autorisés à être remplacés sans être indiqués sur les étiquettes. Et vous allez voir que ça ne plaît pas trop aux clients, comme l'a constaté BFM. Des chips préparés à l'huile de palme ou encore de la margarine à l'huile d'olive dans vos rayons, c'est désormais possible. Les fabricants de produits agroalimentaires pourront remplacer l'huile de tournesol présente dans leurs produits sans changer leur emballage. Cette dérogation accordée pour 6 mois par le ministère de l'économie est une conséquence directe de la guerre en Ukraine, une annonce qui inquiète certains consommateurs. Si ça change les ingrédients dans ce que je consomme, j'aimerais bien savoir, et si ça prend trop de temps, je serai inquiet de ce que je consomme. Déjà, c'est pas normal. Étant consommateur, on achète déjà le produit. La moindre des choses, il faut qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on mange quand même ces aliments. C'est quand même fou de pouvoir changer les recettes comme Surtout ça. l'huile de palme qui pourra remplacer Oui. l'huile de tournesol qui va être en pénurie. Ça pose, ou l'huile de colza qui peut poser des problèmes d'allergie. Alors qu'on est censé être ultra écolo. Hier, sur toutes les chaînes info, c'était le sujet incontournable, Valérie. Qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Et vous allez voir que ça a ratissé large, comme s'en est amusé quotidien en écoutant toutes les chaînes info. Catherine Vautrin, Mathieu Klein, Julien Normandie, François Bayrou, Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Montebourg, Gérald Darmanin, François Barouin, Nicole Notat, Manuel Valls, Alexis Collère, Bernard Cazeneuve, Bruno Le Maire, Yannick Jadot, Emmanuel Faber. Bertrand Delanoë. On réécoutera le son une fois qu'on connaîtra le Premier ministre. On verra si il était dans la liste. Toujours dans le quotidien, hier, les Républicains, ils étaient en PLS, comme disent les jeunes, en réunion de crise. Et à la sortie, C'est à vous a recueilli les avis. Alors écoutez bien dans l'ordre. Nadine Morano, Xavier Bellamy, Xavier Bertrand, Julien Aubert et ensuite Roger Carucci, qui vous allez voir est très ironique. Vont-ils faire une coalition avec La République En Marche? Vous avez vu la pression que vous me faites là? Je suis contre le mur. Reculez, tout va bien. Non, pourquoi? C'est une réflexion de journaliste, ça? Il faut de la clarté où on est mort. Et être indépendant, vous ne trouvez pas que c'est bien mieux? Vous ne trouvez pas qu'on a des choses à dire nous-mêmes, à porter nous-mêmes? Ça fait 5 ans que je m'oppose à Emmanuel Macron. Et au bout de 5 ans, je lui dis embrassons-nous Folleville parce que je pourrais perdre l'initiative. Est-ce que vous êtes prêt à une coalition avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas une coalition avec nous? Si c'est pour disparaître, on a besoin de personne. Qu'est-ce qu'il faut? On peut le faire tout seul. Voilà, on peut être dilué et partir Ils sont tout un seul. peu partagés, effectivement. C'est notre question du jour sur Elon Musk et ça mériterait un complément d'enquête, Elon Musk, parce que c'est un personnage. Très bonne idée. C'est un personnage très curieux. Et hier, le journaliste de moi, il m'a fasciné. En fait, ça fait 3 minutes 30. On l'a réduit à 30 secondes, mais le journaliste Pierre Kumferman, que vous savez, celui qui a la petite moustache sur BFM, qui fait l'économie, a levé le voile sur le personnage et sur sa fortune et sur ses ses lubies. Écoutez, c'est très instructif. 44 milliards de dollars, même pour l'homme le plus riche du monde, c'est pas rien. La fortune d'Elon Musk, elle tourne autour de 260 milliards. C'est 1/6 de sa fortune. Mais alors, attention, ton patrimoine ne se limite pas à ça. Non. Par exemple, il possède un jet. Et il l'utilise beaucoup, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas de résidence, ni principale, ni secondaire. Il dort dans son avion?
Ça lui arrive, mais en général, il dort chez des amis ou même dans l'une de ses usines. Et puis, il est profondément libertarien. C'est la limitation du rôle de l'État. Alors, il faut que les impôts soient le plus bas possible. Il faut que l'État exerce le moins de contrôle possible, que les dépenses sociales soient réduites au strict minimum. On est aux antipodes, je vous le dis tout de suite, de ce que pense la très 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 grande majorité des Français. Incroyable, hein? Ouais. Vous dormez pas dans votre avion, vous? Non, Vous avez une de maison? temps en temps. De temps en temps. Et pour finir, vous savez qu'on finit en musique, souvent le zapping. Et on le sait, Cyril Hanouna, je sais que ça il va vous plaire ce son. Cyril Hanouna a tous les talents. On l'avait aimé chanteur avec les chansons sur l'ancien président du CSA, avec les feux Bogdanov hier en pleine émission. D'un seul coup, il a eu envie de chanter. T'es la plus belle des étoiles, au milieu de l'autre, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, j'aurais fait pour pas te voir. Je vous l'installerai en sonnerie si vous voulez. Oui, sur votre portable. C'est une bonne idée. C'est Gilles qui m'installe mes sonneries. Je suis pas très douée. Voilà. On devrait compter le nombre de musiques qui me plaisent à la fin de vos zappings. C'est pas souvent. Romain Verlet, beaucoup plus sérieusement, demain soir, 23h, France 2, complément d'enquête, PPDA, la chute d'un intouchable. Pendant 30 ans, donc PPDA, Patrick Poivre d'Arvor a été le présentateur préféré des Français. Et puis, plusieurs plaintes, 18, c'est ça, 18 plaintes pour viol. Dont 8 pour viol. Il y a eu 17 plaintes. 17 plaintes, dont 8 pour viol. Le personnage intouchable pendant de nombreuses années, c'est ce que vous avez voulu démontrer aussi dans ce reportage, parce que ça va au-delà du comportement de séducteur, d'agresseur, de prédateur, peut-être diront certains, de PPDA. Ça a été compliqué comme enquête ? Certainement la plus compliquée à ce jour pour moi, pour deux raisons. C'est que la première, on est sur quelque chose de très sensible, de très dur sur les violences faites aux femmes. Mais on est sur effectivement 28 témoignages très forts de femmes qui accusent PPDA de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Donc le dossier est vertigineux. Et la difficulté supplémentaire, ça a été qu'il a fallu enquêter sur le petit monde de la télévision. Ouais. Et on a l'impression que notre monde de la télé, c'est aussi un peu la grande muette. C'est-à-dire que j'ai eu un mal fou à obtenir des témoignages d'anciens salariés de TF1 ou même d'Actuel, d'anciens collaborateurs ou collaboratrices qui ont travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor. Je pensais que d'avoir travaillé 5 ans dans le groupe... Oui, vous avez travaillé à TF1. Voilà, j'ai travaillé 5 ans à TF1, que ça soit LCI et après au journal de 20h. J'ai côtoyé pendant 5 mois Patrick Poivre d'Arvor avant qu'il se fasse licencier le 10 juillet 2008. Je pensais que ça m'aiderait pour avoir des accès et en fait ça a été pas plus simple, voire peut-être plus compliqué. Ouais. En fait, ce qui a été dur, c'est de braquer la caméra sur nous. Ouais. On est quand même un monde qui... On parle beaucoup des autres, mais pas beaucoup de nous, en fait. Mais vous-même, dans les 5 mois, vous aviez eu vent de ces choses-là? Vous avez observé des choses, vous? Alors, moi, j'étais jeune reporter qui sortait d'école, j'étais un peu en admiration. Pour moi, travailler à TF1, pour moi, avoir un sujet lancé par Patrick Poivre d'Arvor aux 20h, c'est le Graal quand on est jeune journaliste. Évidemment, à TF1, on était au courant que Patrick Poivre d'Arvor était un grand séducteur, un dragueur, certains diraient même, et certaines surtout diraient de dragueur lourd. Ça, on le savait. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, d'anciennes qui me racontent ça. Mais personne n'imaginait au-delà de ça. C'est-à-dire que en fait, tout le monde est tombé de sa chaise il y a 1 an quand Florence Porcel dans Le Parisien, puis après dans Le Monde, puis après dans Libération, comme ça, des dizaines de femmes qui ne se connaissaient pas, qui racontent toutes le même scénario. Le même scénario. C'est ça qui était. C'est ce qui ressort de votre documentaire, enfin de votre enquête. C'est une méthode. C'est une méthode. Après, moi, j'ai passé 16 ans, 17 ans à TF1. Je n'ai jamais entendu parler de viol concernant Patrick Poivre d'Arvor. Je dois le dire. C'était un homme. Oui, on avait séducteur, romantique, attiré par les femmes, toujours avec des jeunes femmes. Mais je n'ai jamais entendu cela. Donc c'est vrai que peut-être que des gens. Alors. Je n'étais pas dans la rédaction de TF1, donc c'était peut-être un petit peu différent. Il y a Michel Cotta qui a accepté de vous parler, Dominique Bromberger, mais pas sur ces sujets-là, en tout cas.
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que effectivement Dominique Bromberger, qui était l'ancien joker de PPDA, effectivement, lui jure mordicus qu'à l'époque, il n'était au courant de rien, et c'est pour ça qu'il est venu devant ma caméra le dire. Michel Cotta, la main sur le feu, je reprends ces termes, dit « je n'étais au courant de rien ». Et effectivement, c'est ça qui est assez vertigineux dans cette enquête, c'est que toutes ces femmes qui racontent avoir été agressées ou violées par Patrick Poivre d'Arvor se sont tues pendant tant d'années, pensant être peut-être la seule. Donc c'est ça qui est effarant dans le dossier. Mais ce qui est décrit par ces jeunes femmes, par ces femmes, la plupart d'entre elles, est-ce qu'on vous le qualifieriez de serial violeur? C'est-à-dire, vous donnez l'exemple, vous donnez le témoignage de cette jeune stagiaire qui à Radio Classique est la plus récente. Hein, c'est le fait nouveau de votre enquête. Il la drague très ouvertement, il lui met la main sur la cuisse lors d'un spectacle, mais il ne la coince pas, il ne l'agresse pas, il ne la viole pas. Non, alors elle nous raconte quand même, et c'est effectivement un témoignage inédit. Et moi, ce qui m'a intéressé effectivement dans cette enquête, c'est que des témoignages de femmes, il y en a eu beaucoup sur la période TF1. Moi, au cours de mes 6 mois d'enquête, j'ai réussi à trouver d'autres témoignages, à la fois dans les années 80, quand Patrick Poivre d'Arvor était déjà présentateur du 20h d'Antenne 2 et déjà mégastar. Et j'ai aussi trouvé un nouveau témoignage inédit en 2015, quand Patrick Poivre d'Arvor est présentateur du journal du soir de 19h, pas de 20h, mais présentateur de Radio Classique. Et effectivement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu le modus operandi. Et on est toujours, effectivement, les femmes racontent qu'on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire des questions très intrusives sur votre vie privée, sur votre vie sexuelle. Mais alors pourquoi elle l'accompagne ? C'est ça qui se pose question, c'est-à-dire qu'à un moment, lui, il est très lourd dans la rédac avec elle est jeune stagiaire, il lui fait du gringue, il lui parle, et puis à un moment, il lui dit viens, je t'invite ce soir, et elle y va. C'est toute la difficulté de ce dossier, c'est que on est souvent sur des profils de jeunes femmes fragiles, faibles, et qui sont souvent en infériorité. C'est-à-dire que c'est votre premier jour de stage, vous avez le mentor, le pape de la télévision qui vous dit bravo pour votre enquête aujourd'hui, bravo pour votre enrobé que vous avez fait pour la radio, je vous invite ce soir à une première. Et en fait, cette jeune stagiaire qu'on appelle Marie, pour elle ne connaît pas la réputation de Patrick Poivre d'Arvor, de son appétit insatiable de femme, elle ne connaît pas ça. Et donc... comment elle me raconte comment je peux refuser. En fait, moi, je pense découvrir que je pense que Patrick Poivre d'Arvor va être mon mentor, il va me prendre sous son aile, et elle ne voit pas. Elle nous décrit, selon elle, un piège dans lequel elle est tombée, quoi. Oui, alors il y a toute une partie qui est consacrée aussi à cette omerta et à la manière dont Patrick Poivre d'Arvor a échappé aux sanctions avec la fausse interview de Fidel Castro. C'est vrai qu'on avait oublié avec le dossier Michel Noir. Il a quand même été condamné à 15 mois et 30 000 euros, l'équivalent de 30 000 euros d'amende. Et il ne se passe rien. Il a été suspendu 3 mois, mais c'est tout. Il revient. Oui, mais c'est la locomotive du 20h. Exactement. C'est pour ça que en fait, complément d'enquête, le but de ce dossier, c'est de faire en plus. C'est-à-dire que les femmes, les victimes, on les avait déjà bien entendues, beaucoup entendues. Moi, j'ai essayé de décrypter le système PPDA. Comment cela a pu être possible ? Comment individuellement et collectivement, on n'a pas pu voir, on n'a pas voulu voir. Et effectivement, je pense que PPDA avait une place très particulière dans le groupe TF1. Et par exemple, on est quand même je reviens sur ce bidonnage qui l'ulcère, c'est que la fausse interview de Fidel Castro en 1991, où il fait croire aux téléspectateurs devant 10 millions de personnes qu'il a eu un tête-à-tête avec le leader Maximo cubain, avec Fidel Castro. Alors que c'est une conférence de presse où il y a 100 journalistes et en fait il a reposé les questions en remettant des chaises. Face caméra. Tout ça. Donc ça c'est un truc en école de journalisme et on est viré sur le champ, quoi. Et en fait à l'époque Michel Cotta, qui était la patronne de l'info, nous raconte: mais on aurait été fou de le virer. PPDA, c'était la machine à cash de TF1. Et donc, comment on aurait pu se priver de PPDA ? Et après,
pareil, dans la deuxième histoire, Michel Cotta nous raconte, et c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que elle l'a couvert dans l'affaire Castro, et après arrive la condamnation de PPDA dans l'affaire Botton, où on découvre le juge Courroy qui est dans le reportage, nous raconte que pendant 5 ans, Patrick Poivre d'Arvor a profité des largesses de Botton, Michel Noir, de Botton en échange d'interviews aux 20h, ce qui est quand même. Donc elle décide d'instaurer une charte de déontologie et elle se fait virer peu de temps après. Voilà, c'est ça qu'on raconte avec des nouveaux éléments, notamment Dominique Bromberger, Michel Cotta qui raconte. En fait, Michel Cotta, elle a essayé de faire une charte de déontologie pour que les journalistes de TF1 n'acceptent pas trop de cadeaux. Et il se trouve qu'elle dépose sa charte de déontologie le vendredi et le lundi matin, on lui fait comprendre qu'il faut partir. Et donc, certains s'amusent de cette coïncidence en disant est-ce que c'est pas Patrick Poivre d'Arvor qui a eu la tête de Michel Cotta ? Et là, il y a un grand silence. Voilà. Et là, il y a un grand silence. Alors, c'est le silence, je pense, le plus long de mes reportages. Le silence fait 6 secondes où Michel Cotta... c'est très long. C'est très long. C'est très long. Voilà. Vous avez essayé d'appeler Nicolas Hulot ou pas ? Non. Parce que vous savez que c'est son témoin de mariage, ils étaient très proches. Oui, mais je l'ai... Écoutez, je ne l'ai pas fait. Non. Non. Non, non, mais c'était une question, parce qu'il aurait pu... Robert Namias, l'ancien patron de l'Info, vous envoie balader très, très fermement, on va dire, pour rester correct. Vous avez contacté d'autres personnes de TF1 qui n'ont pas souhaité s'exprimer pareil ? Honnêtement, alors soit je suis un très mauvais journaliste, mais je n'ai jamais appelé autant de personnes pour une enquête et je n'ai jamais eu autant de refus. Mais de refus ou de gens ? Parce que moi, vous m'avez contacté, je le dis, pour savoir si j'avais eu vent ou si je connaissais, mais je vous ai répondu non. Enfin, je n'ai pas eu connaissance à ce moment-là. Donc la différence, elle est notable entre je ne savais pas ou je n'ai rien à vous dire. Ce qui est le cas de Robert Namias. Donc effectivement, les gens qui n'ont rien à leur dire, à nous dire, à me raconter, évidemment, je ne vais pas les interviewer. Après, il y a beaucoup de gens. Moi, je voulais pas uniquement qu'on parle de PPDA et des femmes. Je voulais qu'on parle. C'est ça, de la place unique qu'avait PPDA au sein de TF1, mais au sein aussi de la société française et du. Mais ça, c'est l'époque de la télé qui veut ça. Vous aviez Dominique Cancien qui régnait sur TF1 et qui pouvait tout avoir, y compris un hélicoptère pour se rendre voir son amoureux sur Ushuaïa à l'époque. Enfin, c'était une époque où il y avait quand même... c'était la téléfric des années 80-90. Donc j'ai fait partie de ce mouvement-là quand même à TF1, de Sabatier, de ces animateurs qui pouvaient aussi tous se permettre et qui avaient accès de l'argent. C'était pas que PPDA. Si on se rappelle de cette époque-là, Gérard Louvain, il avait tout pouvoir avec Sacrée Soirée et régnait sur les divertissements et il pouvait mettre n'importe qui à l'image. C'était un système, la télévision de l'époque et le tout-puissant de TF1, où toutes les stars avaient ce comportement-là de Foucault en passant par les deux Chavannes. Ce comportement-là, pas d'agression sexuelle. Non, le comportement d'être le tout-puissant. Oui, d'être tout-puissant. On rappelle quand même que Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent pour l'instant, qu'il n'y a pas eu de procès. Il y a un auditeur qui me dit, qui est un ancien journaliste, qui est à la retraite aujourd'hui, il me dit, moi j'étais stagiaire à Antenne 2 où PPDA régnait sur la rédaction. Tout le monde connaissait son côté dragueur déjà à l'époque, et il dit, si dès le premier jour, moi je l'ai su, la jeune femme stagiaire, ça m'étonne qu'elle n'ait pas pu le savoir. En tout cas, il était très sympathique et amical avec le jeune journaliste que j'étais, et c'était quelqu'un qui était... un homme ? C'était quelqu'un qui était assez apprécié dans la rédaction de TF1, hein. Vous montrez des images... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, donc vous montrez son pot de départ, où il y avait tous les journalistes qui étaient là. Vous avez, j'imagine, vous l'avez contacté ? Oui, évidemment. Donc, dans un esprit de contradictoire pour toutes les enquêtes, voilà, j'ai passé 6 mois à travailler sur Patrick Poivre d'Arvor. Donc, évidemment, je l'ai contacté à multiples reprises, lui et ses 2 avocats, et ils n'ont pas. Ses enfants ? Non, j'ai pas contacté ses enfants. Je pense que ça n'a pas d'intérêt pour cette enquête. Et donc, ont répondu, il y a à la fin un communiqué des avocats, mais lui n'a pas souhaité s'exprimer. Non, en fait, Patrick Poivre d'Arvor, il est sur un silence télé et radio depuis 1 an. Il a fait une seule intervention sur le plateau de Quotidien il y a 1 an, où pendant 35 minutes, il se défend. Et depuis, on est sur un silence radio. Pour le moment, sa réponse, elle n'est pas médiatique.
que judiciaire. Oui, Voilà. il répond par avocat interposé, mais c'est cette déclaration, cette interview à Quotidien qui a déclenché en fait la plainte commune, enfin les plaintes de ces 18 femmes, c'est ça, 17 qui ont porté plainte. Il y a 25 femmes qui ont témoigné contre lui, 17 qui ont porté plainte, dont 8 pour viol. Qui sera dans le fauteuil ce soir demain soir, pardon. Demain soir, alors c'est Muriel Réus, une ancienne haut responsable de TF1 parce qu'elle était patronne de TPS, une filiale de TF1, et qui elle raconte dans les fauteuils rouges de Tristan Walex une tentative d'agression sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Muriel Réus, c'était une patronne à TF1 et surtout elle a prévenu à l'époque Patrick Lelay en disant, et Patrick Lelay dans des mots un peu confondants, aujourd'hui il ne peut pas se défendre parce qu'il est décédé, raconte il a aussi osé avec toi. Et donc on a quand même ce doute que certaines personnes à TF1 très haut placées étaient peut-être au courant de choses. Oui, sauf si les femmes n'ont jamais parlé. C'est aussi ça la difficulté, c'est que beaucoup n'ont même pas osé se plaindre. Il y a un témoignage très fort d'une jeune femme qui raconte comment, enfin il y a tout le système de venir assister au journal, ce qui a été raconté dans Libération par les témoignages de toutes ces jeunes femmes. Mais ce qu'elle raconte, elle dit je n'aurais jamais imaginé, moi, petite journaliste, aller me plaindre à quelqu'un. C'était pas à l'époque, il n'y avait pas eu MeToo, donc peut-être qu'ils ne savaient pas, les responsables de TF1. Ouais, c'est vrai que ces femmes racontent qu'il était impossible pour elles, par honte, par peur des représailles, d'aller se plaindre à une directrice de l'information, à un chef de service, parce que voilà, PPDA c'était le grand patron, donc c'était une croix sur sa carrière. Catherine Nel vous a répondu, parce qu'elle fait partie des femmes. Catherine Nel, aujourd'hui patronne de France Inter, a été une des directrices de l'info, c'est elle qui m'a embauché à TF1. On s'est eu par mail interposé. Elle n'a pas souhaité malheureusement participer à cette enquête. Après, ce qu'elle me dit, c'est que certainement que individuellement et collectivement, nous avons tous été aveugles. Je pense que cette phrase, elle est assez forte et elle résume aussi... Oui, aveugle, soit volontairement, soit par intérêt. Ce qui est raconté, ce qui est le y a le témoignage d'un gardien qui est assez clair là-dessus, en disant c'est pas notre problème. C'est pas notre problème ce qu'il fait dans son bureau. Le chargé de la sécurité. Je pense que tous les gens de TF1 disaient c'est pas notre problème ce qui se passe dans son bureau, c'est dans son bureau. On découvre demain dans Complément d'enquête, je raconte de manière assez précise et méthodique que PPDA invitait très régulièrement des femmes à assister au journal de 20h. Après, elles étaient conviées dans son bureau et souvent, Patrick Poivre d'Arvor avait des relations sexuelles avec ces femmes, des relations consenties. Il l'a dit devant les enquêteurs. Il a dit effectivement, j'avais des relations sexuelles sur mon lieu de travail. C'est peut-être qu'aujourd'hui je procéderais différemment. Voilà. Et donc, en fait, à TF1, on savait qu'il y avait des femmes qui avaient des rendez-vous galants avec Patrick Poivre d'Arvor. Donc à partir de ce moment-là, sauf que dans le flot des invités du 20h de TF1 et de Patrick Poivre d'Arvor, il y avait des femmes qui venaient pas pour ça. Il y avait des femmes qui venaient pour une interview, qui venaient pour raconter un dernier roman. Et donc c'est là où il y a eu une espèce de mélange des genres, enfin plus que de mélange des genres. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plainte qui va aboutir, qui peut aboutir ? Parce qu'elles sont toutes prescrites pour le moment. Oui, écoutez, je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est à voir demain soir. Donc France 2, complément d'enquête, une enquête exclusive sur la chute d'un intouchable, Patrick Poivre d'Arvor. Enquête donc qui décrypte cette omerta et tout ce système qui a été mis en place. Et on rappelle qu'il est présumé innocent, bien évidemment.